C'est précisément ce jour, le 1er septembre 2004, qu'un groupe de plus d'une trentaine de djihadistes choisit pour passer à l'action et mener ce qui sera l'une des pires tragédies terroristes de l'histoire de la Russie. Il y a 21 ans, jour pour jour, Beslan, dans le Caucase, a été le théâtre d'un terrible massacre faisant au total 334 morts, dont une majorité d'enfants. Aujourd'hui, je me trouve avec Charles d'Anjou, président d'Omerta, qui est actuellement sur le terrain pour nous en parler. Bonjour Charles. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui s'est passé lors de ce tragique événement ? Bonjour Joséphine, bonjour à tous. D'abord, pour recontextualiser pour nos amis auditeurs, il faut dire que Beslan est une petite ville russe du Nord-Caucase, une ville de la région d'Ossétie du Nord, située à proximité de la Tchétchénie. Le 1er septembre, c'est dans toute la Russie le jour de la rentrée scolaire, ce jour où la tradition veut que les parents accompagnent leurs enfants pour passer avec eux une partie de la journée à l'école. Et c'est précisément ce jour, le 1er septembre 2004, qu'un groupe de plus d'une trentaine de djihadistes choisit pour passer à l'action et mener ce qui sera l'une des pires tragédies terroristes de l'histoire de la Russie. Ils vont pendant 3 jours prendre plus de 1000 personnes en otage, en majorité des enfants, mais aussi des parents et le personnel éducatif. Cette prise d'otage, elle va être particulièrement dure et cruelle, car pendant 3 jours, les terroristes vont jusqu'à refuser aux enfants l'accès à l'eau, l'accès aux toilettes et l'accès aux médicaments. Au bout de 3 jours, les forces spéciales russes du FSB et du ministère de l'Intérieur mènent l'assaut sur l'école. Le bilan est extrêmement lourd, 334 victimes, dont la plupart sont des enfants. De plus, à l'origine de cette attaque, on y retrouve des indépendantistes tchétchènes. Pourquoi et quelles étaient leurs revendications ? Alors ce groupe terroriste qui passe à l'action à l'école numéro 1 de Beslan, il passe à l'action sur demande, sur ordre du chef terroriste Shamil Basayev. Shamil Basayev, c'est un Tchétchène, l'un des pires chefs djihadistes que la Russie ait connu. Et qu'est-ce qu'il demande Shamil Basayev ? Il demande ni plus ni moins que le retrait des troupes russes de Tchétchénie. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'en 2004, on est alors en pleine opération antiterroriste russe dans tout le Caucase. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que depuis l'accession de Vladimir Poutine au poste de Premier ministre à l'été 99 et depuis son accession au poste de président de la Fédération Russie en mars 2004, eh bien tous ces mouvements terroristes, tous ces mouvements indépendantistes djihadistes se sont réveillés dans toute la région du Caucase sous la bannière noire de l'islam radical. Et ce sont vraiment les pires mouvements djihadistes que la Russie, que toute la région est connu. Alors pourquoi ils se multiplient ? Eh bien tout simplement parce que ils sont soutenus par un certain nombre d'États étrangers, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui espère par ce soutien pouvoir exporter le wahhabisme et l'islam radical dans une Russie encore largement affaiblie, non seulement par la chute de l'Union soviétique, mais aussi par une crise économique qui est encore très importante. Et la Russie est devenue, le Caucase en particulier, est devenue une sorte de ventre mou dans lequel ces mouvements radicaux pensent pouvoir, ces pays étrangers pensent pouvoir y implanter un islam radical. Mais évidemment, ce soutien étranger à ces mouvements terroristes, à ces mouvements djihadistes, il se trouve aussi en Occident. Notamment, ils sont soutenus par les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui voient ici, dans ce soutien, une occasion de poursuivre le démantèlement de la puissance russe en lui arrachant ce Caucase et en le donnant à des djihadistes qu'ils contrôlent, parce qu'en grande partie aussi, ils les financent et ils les soutiennent. Il faut rappeler aussi qu'en France, ces mouvements rebelles, ces mouvements djihadistes, ils sont soutenus par un certain nombre d'intellectuels, de philosophes comme Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Bernard Kouchner et bien d'autres, qui voient là aussi l'occasion d'affaiblir la Russie. La Russie est dans le viseur des néoconservateurs depuis plus de 30 ans. La Russie ne doit pas redevenir une grande puissance parce qu'elle contrarie les plans de ces néoconservateurs. J'invite d'ailleurs nos auditeurs qui s'intéressent à cette question à se procurer notre dernier magazine consacré précisément à l'offensive des néoconservateurs, ce qui leur permettra de comprendre les tenants et les aboutissants de ce petit groupe très actif en politique étrangère, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Ce qu'il faut rappeler pour l'histoire, c'est que lorsque ces djihadistes attaquent l'école numéro 1 de Beslan, en Ossétie, ils pensent s'en prendre à des élèves chrétiens. Ce qui est vrai dans leur majorité, puisque l'Ossétie du Nord est une région à majorité chrétienne, à majorité orthodoxe.
La plupart des élèves sont chrétiens, mais il y a aussi beaucoup d'élèves musulmans qui seront parmi les victimes de ces groupes terroristes qui ne font dans leur action aucun distinguo et qui, lorsqu'ils décident de se venger et d'exécuter, ne font absolument aucune distinction entre chrétiens et musulmans. C'était l'objectif de cette opération terroriste, c'était de choquer et d'affaiblir l'opinion publique, de remonter l'opinion publique contre Vladimir Poutine pour forcer Vladimir Poutine à flancher et à arrêter l'opération antiterroriste qu'il avait lancée dans le Caucase. Mais on va le voir, l'effet escompté n'a pas du tout été au rendez-vous et au contraire, Vladimir Poutine va encore un peu plus accentuer cette opération antiterroriste jusqu'à l'élimination un par un de tous les chefs radicaux, de tous les chefs djihadistes et le démantèlement de toutes les cellules. Ce travail va prendre plusieurs années, mais il sera mené de manière méthodique et implacable par les forces spéciales du FSB, par la police russe, avec, je dirais, pour les commander, la main de fer de Vladimir Poutine, qui avait, dès 1999, promis aux terroristes qu'il irait, je cite, les buter jusque dans les chiottes. Et pour terminer, comment ce souvenir continue-t-il de marquer la société russe aujourd'hui et plus largement le Caucase ? Oui, alors hier, la journée du 3 septembre, elle était consacrée à la mémoire des victimes. Les familles des victimes se sont rendues à l'école numéro 1 qui a été transformée en lieu de mémoire, en lieu d'histoire pour rappeler la tragédie du 1er septembre 2004. Il faut savoir que cette école n'a jamais rouvert depuis 2004. Alors hier, c'était une journée particulièrement chargée en émotions puisque les familles des victimes, les autorités ont alterné les moments de souvenirs historiques, de mémoire, mais aussi les moments de recueillement et de prière, notamment par une procession qui les a menés jusqu'au cimetière spécialement aménagé pour accueillir les corps des 334 victimes. Beslan en Russie, c'est la pire tragédie terroriste que le pays ait connue, notamment par le nombre d'enfants tués dans cette attaque terroriste. La Russie est toujours une cible prioritaire pour les islamistes radicaux, notamment pour les islamistes radicaux du Moyen-Orient, tout simplement parce qu'il lui est reproché son soutien au régime de Bachar el-Assad et son opération antiterroriste, cette intervention à partir de l'année 2011 contre les mouvements radicaux présents en Irak et surtout en Syrie, le Front al-Nosra, l'État islamique et Al-Qaïda. Et donc malgré l'actualité de la guerre en Ukraine, la menace terroriste, elle pèse toujours sur la Russie. Pour preuve, l'attaque menée par un groupe djihadiste dans le centre commercial de Crocus City Mall en 2024, qui a fait aussi là de très nombreuses victimes, dont des enfants. Et donc la Russie, étant toujours cette cible prioritaire pour ces mouvements djihadistes radicaux, eh bien, elle considère cette menace toujours très au sérieux. Malgré l'actualité de la guerre en Ukraine, il y a régulièrement des arrestations, des démantèlements de réseaux, des caches d'armes qui sont trouvées. Et donc, je dirais, le dispositif antiterroriste, notamment dans le Caucase, parce que c'est une région qui parfois peut être un terreau fertile. C'est une région qui est proche de la Turquie, qui est proche de l'Azerbaïdjan, qui a des frontières extérieures. Eh bien, elle peut parfois être poreuse et elle peut parfois, en son sein, receler un potentiel djihadiste, un potentiel de radicaux. On l'a vu aussi au Daghestan il y a 1 an et demi. Donc les autorités russes prennent très au sérieux cette menace djihadiste, je dirais, et les moyens qui sont alloués à la lutte antiterroriste, que ce soit dans le renseignement mais aussi dans l'action antiterroriste, eh bien, ils sont tout à fait considérables. Merci Charles pour vos réponses et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.